Ah non, mais s'il remporte ni le Tour des Flandres, ni Paris-Roubaix, ça va être la crise chez Jumbo-Visma. La crise, c'est difficile à dire parce qu'ils ont quand même remporté des courses. Ah non, tu peux non, pas oublier ça va être parce la que crise. Ça va être la crise, FP. Paris-Roubaix, non mais Paris-Roubaix, c'est tellement difficile de le gagner. Tour des Flandres, ça doit être le principal objectif pour eux parce que dans la configuration de la course, ils ont beaucoup de coureurs adaptés là-dessus. Ah non, moi je te le dis, FP, ça va être la crise, vraiment. Je le maintiens. Année après année, tu achètes Dylan Van Baarle, Christophe Laporte, Tige Benoît aussi que tu achètes et t'arrives toujours pas à remporter un des deux monuments. T'achètes le vainqueur sortant de Paris-Roubaix et derrière tu vas pas être capable de claquer ou le Ronde ou Roubaix. Non, il faut le dire, ça va être la crise chez Jumbo-Visma, je le pense sincèrement. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast spécial Tour des Flandres, hommes et femmes, et pour en parler, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, tu es prêt pour... alors attends, si je te dis que c'est le climax de la saison des Flandriennes, tu vas m'engueuler, mais bon, on est quand même pas loin, non ? Ah, c'est la semaine sainte pour les Flandriens évidemment, avec Tour des Flandres qui commence, Paris-Roubaix. Voilà, on a eu l'apéritif avec à travers la Flandre et en plus Campbell-Game, en plus avec un Français qui gagne. Franchement, que demander de mieux cette année Ouais, avec Christophe Laporte qui a vraiment été impressionnant, on peut le dire, avec cette équipe Jumbo-Visma qui a écrasé cette campagne des Flandriennes. FP, bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est une preview, c'est une présentation de ce Tour des Flandres. On va d'abord se dire les choses, comme on dirait en football. FP, est-ce qu'on doit résumer le Tour des Flandres 2023 à la bataille Van der Poel, Van Aert, Pogačar? A priori, sur le papier, comme tu dis, parce qu'on a l'impression que c'est les trois plus forts physiquement, que quand ils partent, ils sont inarrêtables, surtout dans les monts pavés. Voilà, dans le profil, je vois pas qui peut aller les chercher. Même un Julien Alaphilippe le concède. Maintenant, je pense qu'il fait partie du rideau derrière. On peut mettre Christophe Laporte dans le lot, qui sera forcément au service de Wout van Aert. Voilà, je pense qu'il y a des outsiders qui pourront accompagner les trois, mais je crois que le vainqueur du Tour des Flandres, et en tout cas de Paris-Roubaix qui arrivera plus tard, fera partie des trois coureurs-ci. En tout cas, le Tour des Flandres, c'est sûr, parce que avec les monts pavés, leur puissance qui dégageait, je vois pas qui ça peut être d'autre, quoi. On se souvient de la bataille entre Van Aert, Van der Poel et Pogačar, c'est sur le 3 Saxo Classique où ils se sont disputés la victoire avec la victoire au sprint de Van Aert. Tu penses que bon, ils vont essayer de s'isoler puis après se disputer la victoire à 3. Est-ce que tu penses qu'il y aura des scénarios de courses différents suivant les trois coureurs qui se sont déjà jaugés pendant la campagne? Dans les stratégies, elles vont être différentes. On l'a vu sur le 3, je pense que c'était pour jauger un peu l'adversaire aussi. On a vu une attaque de Van der Poel puissante, on a vu Pogačar qui a réussi à revenir, qui a réussi à essayer d'en remettre une avec Van der Poel, Van Aert qui craque, qui rattrape le duo grâce à une chute de moto devant le duo Van der Poel-Pogačar. Donc je pense que pour Pogačar, il va se dire... Il faut pas qu'il arrive avec les deux, parce que de toute façon au sprint il est moins fort, on le voit. Arriver avec l'un des deux après avoir bien roulé, peut-être qu'il a une chance au sprint avec sa grinta, sa puissance au tout début du sprint, mais je pense que s'il arrive avec Van Aert et Van der Poel, il a déjà course perdue. Donc pour moi son objectif à lui ce sera d'être seul ou avec un des deux coureurs. Et après pour Van Aert et Van der Poel ce sera de suivre ou alors de partir seul. Donc je sais pas si on aura le même scénario que le 3. Après il faudra voir si un des trois arrive à se détacher aussi, parce qu'il y a ça également. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a différents scénarios par rapport à ce qu'on peut voir. Il y a Pogačar. Moi, je pense que Pogačar va vouloir s'isoler, vraiment. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, il va vouloir s'isoler. On a dans le parcours un dernier mont qui est pas si loin que ça de l'arrivée. Et derrière, tu peux quand même terminer en solitaire. Tu vois ce que je veux dire ? On a le Paterberg qui est pas loin de l'arrivée, qui est une quinzaine de bornes de l'arrivée. Donc je pense que derrière, après, tu peux, avec le vieux Coromon juste avant, tu peux faire la différence et partir en solitaire. Pogačar, je pense qu'il va peut-être tenter dans le Paterberg et pour partir et aller tout seul vers l'arrivée. Van der Poel, je pense qu'il est un peu entre deux. Lui aussi, il veut peut-être aller terminer en solitaire parce que aussi, je pense que Van der Poel, il a en tête, rappelle-toi FP, le sprint avec Kasper Asgreen, où on se disait c'est course perdue pour Asgreen, vous inquiétez pas, au sprint Asgreen il va se faire bouffer par Van der Poel, sauf que c'est un sprint après 275 km, c'est pas pareil.
c'est vraiment pas pareil. Dans l'approche du sprint, tu l'abordes pas de la même manière. Et puis, il y a Van Aert. Van Aert, on se dit, Van Aert, bon, de toute façon, il est moins fort que les deux autres en sprint. C'est pas pareil. Voilà, il a tapé Van Der Poel et Pogačar après un sprint long sur 4h45 de course. Mais Van Aert, il est dans une autre filière. C'est la filière un peu plus longue et un peu plus lisse. Alors, peut-être avec cet enchaînement vieux Quaremont Paterberg dans les 20 derniers kilomètres pour aller vers Oudenaarde, ça peut lui être fatal, cette filière longue. On a vu ses limites justement dans cette E3 classique quand ça a attaqué. Voilà, il y a ça. Après, FP, il y a quand même une donnée, faut pas qu'on l'oublie, c'est le collectif Jumbo-Visma contre Van Der Poel et contre Pogačar. Clairement, on a vu avec Christophe Laporte, on va pouvoir en parler, qui remporte quand même Gand-Wevelgem, qui a été offert par Van Aert, même si les mythiques coureurs belges Bonnen et Eddy Merckx ont râlé sur cette décision, on va dire, ou n'ont pas compris cette décision. Mais en tout cas, par rapport à ça... Tu en penses quoi de ce qu'a dit Eddy Merckx et Tom Bonnen? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit. Alors, on va dire, oui, ça y est, François Pierre, il aime les Français. Mais ça, c'est vrai déjà. Mais je suis pas d'accord parce que il y a aussi ce côté humain. Il y a un côté humain autour. C'est quand même un équipier qui t'accompagne tout le temps. L'an passé, sur le 3, c'est grâce à lui que tu gagnes. N'empêche, sur la Gand-Wevelgem cette année, il accompagne toujours, il prend ses relais. Ça permet d'être peut-être moins fatigué aussi pour Van Aert. Et il s'assure aussi un équipier modèle, mais ultra modèle, qui va s'arracher peut-être plus que prévu sur un Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix. S'ils sont à 4, par exemple, avec un Laporte qui roule ou qui peut emmener Van Aert sur un sprint, c'est un avantage énorme, en tout cas même pour la Jumbo, même si tu as aussi Van Barle qui sera là également, Tige Benoît qu'on a vu en forme. Donc pour moi, Bonnen et Merckx, ce qui est rigolo, c'est que c'est des gars aussi qui étaient ok, on appelait le cannibale, ils voulaient toutes les victoires, Bonnen c'est pareil, mais au final ils n'ont jamais eu d'équipier à ce niveau non plus. Donc moi je veux bien, mais comment ils auraient fait? C'est pas les mêmes courses aujourd'hui, il faut beaucoup plus un travail d'équipe qu'à l'époque, je pense. Et puis voilà, franchement, c'est tout à son honneur d'être un champion comme ça. Après, Bonnen et Merckx, c'est des champions dans un autre sens, mais si Van Aert veut être un champion en offrant à ses équipiers une victoire, et puis il n'empêche à l'époque aussi, moi, on me vend Gand-Wevelgem comme la plus grande course flandrienne là, depuis 3 jours en Belgique. Mais c'est totalement faux. Enfin, ceux qui suivent les Flandriennes, on sait très bien que Gand-Wevelgem, on l'apprécie, mais c'est pas du niveau de Tour des Flandres, ni de Paris-Roubaix. Je veux dire, c'est lunaire. Depuis une vingtaine d'années, tu regardes les vainqueurs, il y a rarement des grands noms quand même sur Gand-Wevelgem. Donc moi ça me fait bien rire de la part de Bonnen qui méprisait cette classique à l'époque et qui maintenant te vend ça comme si c'était Paris-Roubaix qu'il avait offert. Enfin voilà, moi je ne comprends pas trop cette stratégie-là. Au lieu de dire il a été classe, bravo à lui, c'est un grand champion, il n'a pas offert le Tour des Flandres non plus, Il a offert Gand-Wevelgem. Ça va, on va se calmer, Alors je dis pas que ça vaut un Paris Tour, ça vaut pas, tu vois, c'est d'accord, mais c'est que Gand-Wevelgem, c'est pas non plus la grosse course flandrienne, tu vois. Ouais, alors Gand-Wevelgem, depuis la refonte un peu des Flanders classiques, il y a des vainqueurs beaucoup plus prestigieux. Je pense à Sagan. Entre 2016 et 2021, ou même jusqu'à cette année, tu as Sagan, Van Avermaet, Sagan encore une fois en 2018, Christophe en 2019, Pedersen, Van Aert, Girmay et Laporte cette année. Ça, c'est les derniers vainqueurs depuis 2016. Par contre, en 2015, tu avais Luca Paolini. Bon, on peut pas dire que ce soit le plus grand coureur de classique, mais c'est vrai que, bon, voilà, après, Merckx et Bonnen, ils sont bien gentils, mais bon, c'est une haute communication. On est en 2023. Le rapport à l'image est assez important aussi pour Wout van Aert de montrer qu'il donne la victoire à Christophe Laporte. Bon, Laporte, il fait le taf toute la saison pour lui sur les grosses courses. Et je pense aussi, regarde, à titre de comparaison, quand Roglic et Van Aert ont donné la victoire à Christophe Laporte sur Paris-Nice, bon, voilà, c'était aussi une reconnaissance pour le gars qui va aller se mettre à la planche pour les leaders. Et tout comme, je sais pas, si à un moment donné t'as Van Aert avec Vingegaard sur le Tour de France ou Roglic qui s'échappe, je pense que Roglic va donner la victoire derrière à Wout van Aert. En 2023, 2022, 2023, c'est comme ça que ça marche. La récompense au grégaire, à ceux qui se mettent à la planche, à ceux qui travaillent et qui font le taf pour les leaders. Parce que Merckx et Bonnen, ils sont hypocrites pour le coup. À l'époque, ils prenaient toutes les victoires et puis derrière leurs moyens de communiquer, ou en tout cas avec
leur grégaire, c'était d'aller de donner l'argent derrière, de donner l'argent et des cagnottes derrière à ceux avec qui ils avaient bossé. Je pense que si c'est un Van Aert Laporte sur Gand Wevelgem dans les années Merckx, Van Aert il gagne, il prend la lumière devant les caméras et Laporte il prend une partie du pactole derrière en sous-main. C'est comme ça que ça se passait. C'est hypocrite de la part de ces deux gars, de ces deux légendes belges, qu'on le rappelle quand même, mais c'est hypocrite de leur part. Oui, et puis de toute façon, après, on n'est pas toujours d'accord avec eux, ça reste des immenses champions, mais comme tu dis, je pense que voilà, on est dans une autre époque, un autre cyclisme, et il faut que voilà, ils s'adaptent et que je pense, au lieu de critiquer, prends du plaisir sur ce qui a été fait, parce que c'est un geste très très noble de la part de Van Aert. Franchement, ça aurait été fait par un Italien, un Belge, un Allemand, un Espagnol, peu importe. Le geste est noble sur une telle course, voilà, et c'est un champion. Pour le coup, voilà. On parle souvent de la mentalité des champions. T'es champion par tes performances, mais aussi parce que tu dégages. Van Aert est passé dans un autre statut grâce à ça, je pense aussi, non ? Oui. Il y a de ça. Et puis Van Aert, on se souvient de cette image. Alors, je sais pas si ça a un rapport, je pense pas. Mais après Milan-San Remo, souviens-toi, ils sont dans le canapé, sur le canapé. Ils sont tous les trois collés avec Ganna et Van Der Poel. Ils se parlent pas. Van Aert se lève et part. Et Van Der Poel et Ganna derrière ils discutent comme s'ils étaient potes et qu'ils voulaient discuter depuis des années et des années. Bon, je sais pas si Van Aert est assez apprécié quand même dans le peloton. Je sais pas si c'est un rapport. En tout cas, c'est un beau cadeau qu'a fait Van Aert à Christophe Laporte qui a donc remporté FP, et on va revenir sur le collectif Jumbo-Visma qui a remporté donc à travers la Flandre en milieu de semaine Gand Wevelgem dimanche. Avant cela, Van Aert avait remporté le 3 classique, donc au sprint devant Van Der Poel et Pogačar. Van Der Poel et Pogačar dans l'ordre, hein, c'est ça. C'était le vendredi. Le mercredi, c'était Tim Merlier qui s'était imposé sur Bruges de Panne. Là, je remonte la campagne de Flandrienne. Non, c'était Philipsen qui s'était imposé sur Bruges de Panne. Tim Merlier, lui, il avait remporté Nokere-Curse. Et puis, il y avait le week-end d'ouverture fin février de cette classique de cette campagne de Flandrienne avec un doublé de Jumbo-Visma, Dylan Van Baarle sur Let Nieuwsblad et Tige Benoot sur Kuurne Bruxelles Kuurne, cette quadruple carte de la Jumbo-Visma, Van Baarle, Benoot, Laporte, Van Aert. Va y avoir de l'anticipation de course. Peut-être que Van Aert, lui, va essayer de suivre les grands favoris. Ils vont peut-être demander, je sais pas, un Benoot ou Van Baarle d'anticiper. Ou c'est tout pour Van Aert. Je pense qu'au départ, ce sera tout pour Van Aert, mais c'est un peu comme la Quick-Step de la grande époque, où tu as plusieurs cartes à jouer. Dans tout l'effet de course, tu dois être présent et tu as toujours un coureur qui peut jouer la gagne. C'est ça qui va être impressionnant, je pense, dans l'équipe Jumbo-Visma sur le Tour des Flandres. Parce qu'évidemment, quand dans l'échappée, tu auras un Van Baarle avec toi, un Benoot, un Van Aert ou un Laporte, oui, effectivement, dans tous les cas, tu sais que tu as de grandes chances de perdre la course. En tout cas, que le gars à côté de toi, le Jumbo, sera plus fort. Donc c'est ça qui est impressionnant de la part de la Jumbo-Visma. Encore une fois, ils avaient fait un gros recrutement, on l'avait dit dans les podcasts spéciaux qu'on avait fait en janvier sur chaque équipe World Tour. On attendait de voir maintenant comment ça allait se passer dans la cohérence de l'équipe, s'ils allaient s'entendre, comment ça allait se passer. Mine de rien, le bilan pour l'instant il est exceptionnel. Donc voilà, franchement, à ce niveau-là, c'est très bien joué de la part de Jumbo-Visma. Ils gagnent toutes les courses avec des coureurs différents en plus et toujours avec un objectif commun. Maintenant, on va dire qu'ils ont gagné un peu c'est pas des matchs amicaux, mais on va dire que c'est ce qui comptera pour eux, je pense, ce sera quand même le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, malgré tout. La Ligue des Nations, ils ont gagné. Exactement, c'est ça. Ouais, pour l'instant, c'est parfait ce qu'ils font, mais voilà, maintenant, il faut marquer les points déterminants, c'est Tour des Flandres, Paris-Roubaix. S'ils perdent les deux courses, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, je pense qu'ils auront un gros regret. Mais voilà, s'ils en gagnent une des deux, ce sera très positif quand même. Leur saison, même plus que positif, leur saison flandrienne. Mais voilà, il va falloir mettre la balle au fond, comme tu aimes dire, Guillaume, sur ce Tour des Flandres. Parce que s'il n'y a pas victoire, voilà, ça sera compliqué pour eux parce qu'ils auraient vraiment tout bien fait depuis le début. Ah non, mais s'ils remportent ni le Tour des Flandres, ni Paris-Roubaix, ça va être la crise chez Jumbo-Visma. La crise, c'est difficile à dire parce qu'ils ont quand même remporté des courses. Ah non, tu peux pas oublier, ça va être la crise FP. Paris-Roubaix, non mais Paris-Roubaix, c'est tellement difficile de le gagner parce que tu parles tellement de faits de course que c'est difficile. Voilà, c'est compliqué. Je pense que Tour des Flandres, ça doit être le principal objectif pour eux parce que dans la configuration de la course, ils ont beaucoup de coureurs adaptés là-dessus. Paris-Roubaix, c'est toujours délicat parce que tu peux avoir une échappée qui va très loin, très vite et qui est difficile à rattraper. Tu peux avoir une crevaison au mauvais moment. Tes équipiers te soutiennent. Enfin,
il y a tellement de faits de course qui peuvent se passer que c'est ça qui fait la magie de cette course, je trouve, plus que parfois le Tour des Flandres. Mais le Tour des Flandres, voilà, il faut qu'il le remporte. C'est vrai que ce serait une très très belle conclusion et le principal objectif de l'équipe en tout cas. Ah non, moi je te le dis, FPS, ça va être la crise, vraiment. Je le maintiens. Pour moi, ça va être la crise chez Jumbo-Visma. Année après année, tu achètes Dylan Van Baarle, Christophe Laporte, tu les mets au service de Wout van Aert, t'as Tige Benoît aussi que tu achètes, et t'arrives toujours pas à remporter un des deux monuments. T'achètes le vainqueur sortant de Paris-Roubaix, et derrière, tu vas pas être capable de claquer ou le Ronde ou Roubaix. Non, faut le dire, ça va être la crise chez Jumbo-Visma, je le pense sincèrement. Ils ont axé toute leur campagne de classique sur ces deux monuments, on l'a dit. Allez, le Het Nieuwsblad et Kuurne, Gand-Wevelgem, à travers la Flandre, la E3 classique, c'est des matchs amicaux, c'est la Ligue des Nations, c'est pas ce qui compte, c'est pas la Coupe du Monde. Là, le Ronde 2 Paris-Roubaix, ce sont deux Coupes du Monde. C'est l'Euro ou la Coupe du Monde, j'ai envie de te dire. Je sais pas où, voilà, mais c'est deux Coupes du Monde. C'est hyper important pour cette équipe-là, qui est la première équipe mondiale, d'aller remporter un des deux monuments. À la Jumbo-Visma, j'essaie de regarder, la dernière fois qu'ils ont remporté un monument pavé, c'était quoi ? J'arrive même pas à trouver, tu vois, depuis 2015. Parce que je les ai vainqueurs depuis 2015 du Ronde 2 et de Roubaix. Il y a pas un Jumbo-Visma. Donc maintenant, pour Jumbo-Visma, il faut la mettre au fond. On le dit depuis le début de la campagne des Flandriennes, que s'ils remportent les classiques de printemps, c'est bien, mais s'ils remportent pas les classiques pavés de printemps, c'est bien, mais s'ils remportent pas le Ronde 2 ou Paris-Roubaix, derrière, ils auront raté leur campagne. Bah oui, ils auront raté leur campagne. Et je trouve ça difficile, je trouve ça très dur ce que tu dis, parce que c'est comme si, tu vois, tu fais une campagne flandrienne catastrophique avec le 3, là, à travers la Flandre, Gand-Wevelgem, imaginons tu rates toutes tes courses, tu remportes le Tour des Flandres, ça veut dire que tout est génial. Bon, je pense que la vérité entre les deux, pour le coup. Pour le coup, regarde, 2019, Alberto Bettiol qui remporte le Ronde 2, ça lui a rattrapé tout l'hiver. On se souviendra toute sa vie qu'il aura remporté le Tour des Flandres, hein, Alberto Bettiol. Mathieu Hayman qui fait Roubaix, qui remporte Roubaix en 2016. Mathieu Hayman, il a pas fait une classique du printemps, Mathieu Hayman, et il va remporter derrière Paris-Roubaix. On se souviendra de lui comme le vainqueur de Paris-Roubaix. Un monument, ça écrase tout. Je suis persuadé de ça. Un monument, ça écrase tout. Donc, pour moi, et je pense que pour la Jumbo-Visma, ça va être tout pour Van Aert. Van Baarle, Benoît et Laporte, ils ont été gentils, ils se sont disputés les miettes pendant les semi-classiques précédentes. Là, le Ronde 2, ça va être, en tout cas pour le Ronde 2, Roubaix, oui, il y a l'effet de course, les aléas de la course, il vaut mieux avoir 3 ou 4 cartes possiblement vainqueurs qu'une seule, mais pour le Ronde 2, ça va être tout pour Van Aert. Et si à un moment donné, tu as, je sais pas, Van Baarle qui suit Van der Poel et Pogacar, et que Van Aert, je sais pas, il a un incident mécanique, t'inquiète pas, hein, je pense qu'il va se relever et ça va être tout pour Van Aert, hein, pour le ramener. Hein. Je suis persuadé de ça. On fait un petit point peut-être sur les autres équipes aussi, hein, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment des 3 favoris, mais parlons juste rapidement peut-être de la Quick Step aussi, la Soudal Quick Step, qui elle fait une campagne flandrienne catastrophique. Évidemment, on connaît pas Asgreen, Alaphilippe a des difficultés aussi à performer. Lampard, on n'en parle même pas, sans parler de Ballerini aussi. C'est quoi ton avis là-dessus ? On peut dire que est-ce que c'était attendu qu'ils aient autant de difficultés ? C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour le fait vert. Franchement, il m'attire aucune sympathie. On va nous taxer de français à tout va, en disant que ok, il y a peut-être Alaphilippe et du coup c'est la seule chose chez Soudal Quick-Step qui peut me ramener un peu de gentillesse pour cette équipe-là. Écoute, ils sont clairement en fin de cycle, les leaders marchent plus au niveau des Flandriennes. S'ils veulent gagner des Flandriennes maintenant, il va falloir qu'ils renouvellent leur effectif. Alors Julien Alaphilippe, ça a beau être notre double champion du monde français, je ne le vois pas du tout remporter le Tour des Flandres. Alors s'il remporte le Tour des Flandres dimanche soir, tu vas pas me ressortir l'archive. Mais il a quand même prouvé ces derniers temps qu'il n'a pas les jambes, voilà, il va faire 29e à travers la Flandre. Peut-être que c'est la seule course, la seule course pavée qu'il a fait pendant l'hiver. Hein. Bon, ok, et c'est pourtant le Soudal Quick-Step qui a le plus performé. Hein. Derrière, tu regardes un Yves Lampard qui fait 3e à la Panne. Bon, ok, c'est sa seule performance. Il fait 16e à l'E3.
J'essaie de redescendre un petit peu pour voir Asgreen qui fait 51e à l'E3, 93e à Gand-Wevelgem. Non, j'y crois pas du tout. Moi, je préfère me concentrer AFP sur d'autres potentiels vainqueurs. Alors, on a mis, on va dire, en vainqueur 3 étoiles, Van Aert, Van Der Poel, Pogačar. En 2 étoiles, le trio de la Jumbo, Van Barle, Benoot et Laporte un petit peu en retrait. Qui on peut mettre en 2 étoiles? Est-ce que allez, un Mats Pedersen, il semble quand même taillé de plus en plus pour remporter ces monuments-là. Oui, oui, tout à fait. Après, moi, j'aurais bien mis aussi un Jorgensen, tu sais, un gars comme ça, tu vois, un Movistar. Je mettrais en 1 étoile. Ah, 1 étoile, ouais, mais je trouve qu'il a fait quand même une belle performance. Là, je crois que c'était à l'E3 où il fait 4 ou 5, 4e, je crois, à l'E3. Mais ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, moi, la Movistar m'impressionne quand même. On n'oublie pas que Lascano, bon, lui, c'est pas du tout destiné à performer sur le Tour des Flandres, mais il fait 2e à travers la Flandre, donc c'est quand même pas mal. Et ils ont Garcia Cortina aussi qui avait fait une belle perf sur la Rollback. Donc moi je suis assez bluffé par cette équipe. Donc moi, ouais, un Movistar qui performe, voilà, je mettrais ça en 1 ou 2 étoiles, mais tu le mets où tu veux. Après, je pense que face au monstre, tu peux mettre tout le monde au même niveau, hein, tu vois. Je pense que tu catégorises 2 étoiles, 1 étoile. Oui, j'entends avec Laporte, etc. Mais malgré tout, tu vois, Stefan Kung avec les jambes, Madouas aussi avec des jambes, il peut les suivre un petit peu. Tu as dit Pedersen, voilà quoi. Moi, je pense que ça fait partie de ce groupe-là qui peut être derrière, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Tu parles de Kung et Madouas. Je pense que c'est dans la catégorie 2 étoiles pour ces gars-là. Alors, quand on dit 2 étoiles, c'est quoi? C'est si l'un des 3 grands favoris, craque, c'est un gars qui peut jouer le podium ou un top 5. C'est ce qu'on peut se dire quand même. Un gars qui peut suivre le plus loin possible les grands favoris. C'est ça ce qu'on veut dire avec un 2 étoiles. Je pense qu'il faut pas oublier Thomas Pidcock aussi. Tom Pidcock qui a fait, alors dans sa campagne de Flandrienne, il a fait 5e au Het Nieuwsblad, 11e à travers les Flandres. Tom Pidcock, entre le Het Nieuwsblad et à travers les Flandres, il a juste remporté les Strade Bianche. Il y avait une chute, il y avait une commotion cérébrale aussi sur Tirreno. Là, il est revenu à travers la Flandre, il a fait 11e. Je pense que c'est le genre de gars qui peut ne pas courir pendant 2-3 semaines et arriver et bam, claquer direct un monument, en tout cas être proche de la victoire. Moi, je pense que Pidcock, il va pas être loin avec un collectif de la Ineos, avec peut-être aussi un Narvaez ou Sheffield pour l'entourer derrière qui sera pas mal. FP, Matej Mohoric, faudra pas l'oublier, je pense quand même, Matej Mohoric qui a fait 3e à Kuurne, 7e à l'E3. C'est le genre de gars, c'est un chewing-gum sous ta chaussure, ça. Ouais, et puis après, on peut pas oublier non plus Nils Politt qui fait une très belle campagne de Flandrienne aussi pour la Bora. À chaque fois placé, quoi, ouais, toujours top 10 par là. Ouais, c'est un coureur qu'on a un peu oublié parce que lui, il a eu son époque phare il y a quelques années, mais voilà, toujours bien présent dans les classiques flandriennes. Et puis on sait que sur les Flandriennes, on est un peu comme le bon vin, quoi. Plus on vieillit, plus on a de chance d'être performant, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est un petit peu ça. Alors tu vas me dire Alexander Kristoff derrière qui pourrait tirer son épingle du jeu, non? Et après peut-être les Movistar, attention, les Movistar avec Ivan Garcia Cortina, Matteo Jorgensen t'en a parlé. Ivan Garcia Cortina qui fait une belle campagne de course, 11e à Kuurne, 5e à l'E3. Bon voilà, ça fait partie de ces coureurs un petit peu qui peuvent tirer leur épingle du jeu, jouer la victoire. Un Nelson Poles, on va pas l'oublier, il a fait 3e à travers la Flandre. Il est de plus en plus régulier dans les classiques. Étienne Grosso pour Dico du Sport avait consacré un article à Nelson Poles et à son début de saison assez incroyable. Bon, Seb Van Marke qui est de plus en plus régulier, qui a fait 3e à Gand-Wevelgem, qui a fait top 10 au Het Nieuwsblad. Voilà, ça fait partie de ces coureurs. Normalement, en citant tous ces coureurs, on devrait pas être très loin du vainqueur. Je m'étais aussi noté un peu de côté Florian Vermeersch qui avait performé une année sur Roubaix, un Fred Wright aussi qui peut tirer son épingle du jeu, un Søren Kragh Andersen en appui de Van Der Poel. Bon, François-Pierre, on vient de parler de ce Tour des Flandres masculin, faire une présentation. Je pense qu'on a quand même ratissé large. On va parler des femmes maintenant. Ouais, parlons des femmes maintenant. Et puis voilà, c'est vrai qu'on va profiter de ce Tour des Flandres masculin avec grand plaisir, en espérant une belle performance en tout cas des coureurs qui nous offrent un beau spectacle et puis une victoire peut-être de Pogačar, enfin. On verra la partie prono, on verra ça à la fin du podcast. Allez, à tout de suite. Mathieu Van Der Poel, il va tout droit. Le retour derrière de Van Barle et la victoire pour Mathieu Van Der Poel devant Dylan Van Barle. Valentin Madouas sur le podium. Van Vleuten, Lotte Kopecky qui
qui passe. Lotte Kopecky, la championne de Belgique, qui va s'imposer devant le public belge ici à Audenarde. Victoire belge. Lotte Kopecky qui remporte le Tour des Flandres 2022. Le Tour des Flandres, c'est aussi au féminin. Bon, alors, on va, pour parler de ce Tour des Flandres féminin, savoir qui va succéder à Lotte Kopecky. On va accueillir Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume. Bon, Julien, ce Tour des Flandres féminin va consacrer donc une nouvelle reine, ou peut-être pas une nouvelle, on verra dans ce que ça va donner dans le scénario de course. Comment ça va se passer cette course ? Est-ce qu'on va avoir une course cadenassée ? Est-ce qu'on va avoir les SD Works contre les Trek, qui sont les deux grosses équipes de classiques qui vont s'affronter ? Est-ce que ça va être ça le résumé ? Est-ce que ça va être ça, un duel SD Works Trek ? Ça semble parti pour être un duel SD Works Trek, arbitré certainement par la Movistar, qui envoie sa leader pour la dernière fois sur les routes flandriennes, Nick Van Vleuten. Je pense que ce sera une piste à pas négliger, mais la SD Works là fait preuve depuis le début de saison, depuis le début des classiques, par leur petit travers du trophée Obinda, d'une domination sans limite. Avec un collectif FP qui est quand même puissant. Quand on parle de l'SD Works, on parle de Kopecky, la vainqueur sortante, de Lorena Wiebes, de Demi Vollering, de Marlene Reusser. Il y a quand même 4 vainqueurs potentiels là, FP. Ouais, il y a 4 vainqueurs potentiels. Puis ce qui est assez fou, c'est que c'est un peu la Jumbo-Visma en fait chez les femmes, non, Julien? On peut dire ça. Ouais. Là, cette année, elle laisse que les miettes aux autres, et encore, c'est des petites miettes. Mais bon, vu ce que j'ai vu hier sur Dwarsdorf-Vlaanderen, il y a quand même, ça pousse derrière. Il peut y avoir des contrariétés faites par la Jumbo qui était plutôt présente dans la course, et avec Marianne Vos qui arrive à finir 3e. Ouais, elle est pas mal Marianne Vos sur cette Flandrienne là hier, elle était pas mal. C'est ça, surtout que c'est une reprise pour elle. Elle a été opérée de l'artère iliaque il y a peu. Le trophée Obinda s'est pas trop bien passé pour elle vu qu'elle finit avec des crampes. Et hier, oui, elle était pas mal hier. Elle était à l'attaque, elle était au sprint. C'était une bonne rentrée pleine d'espoir pour dimanche pour Marianne Vos. Est-ce que tu penses qu'elle s'est aussi bien définie qu'à la Jumbo-Visma chez les hommes au niveau de la leaduse? Est-ce que on sait que c'est bon, c'est Kopecky, ou est-ce que tu penses que ça va être selon la course, on va adapter? Ce sera sur les SD Works, ce sera en fonction des circonstances de course. Après, il y aura à mon avis Lotte Kopecky, vainqueur sortante, qui sera protégée. Lorena Wiebes qui commence à mieux passer les bosses, ce genre de petites bosses, comme on l'a vu sur le Omloop. Donc la SD Works, ce sera surtout un peu comme le Wolfpack auparavant, le feu Wolfpack on peut dire. Et la Jumbo actuellement, ce sera en fonction des circonstances de course. Et peut-être Marlene Reusser pour anticiper peut-être à un moment donné, elle a remporté Gand-Wevelgem. Bon, avec une classe d'avance sur tout le monde. Elle a terminé comme 7e d'à travers la Flandre en milieu de semaine, alors qu'elle avait fait une échappée énorme, pris de crampes, de froid dans le final de Gand-Wevelgem. Bon, ça va être quand même une vainqueur aussi potentielle. On rappelle, Julien, vite fait, les vainqueurs des classiques, des semi-classiques du printemps chez les femmes. Le Het Nieuwsblad qui était remporté par Lotte Kopecky qui a doublé sur Nokere Curse. On a Pfeiffer Géorgie qui a remporté Bruges de Panne. Gand-Wevelgem qui a été remporté par Marlene Reusser, donc on l'a dit, à travers la Flandre, par Demi Vollering. Donc Kopecky, Reusser, Vollering, SD Works, la Trek Segafredo sous pression, non, qui n'a pas remporté une semi-classique du printemps, qui va aligner Elisa Balsamo, Elisa Longo-Borghini, Lucinda Brandt, Amanda Ashpratt. Attention aussi, la Trek a gagné le trophée Obinda avec le cavalier seul de Shirin Van Androoy. Je te parle. Des Flandriennes, c'est vrai. Des Flandriennes, que des Flandriennes. Non, mais bon, elles ont été assez présentes hier aussi. Elles se sont un petit peu piégées sur Gand-Wevelgem. Elles étaient pas bien placées dans Kemmel, au pied de Kemmel. Elles étaient pas super bien placées sur le premier passage, donc ça, c'était déterminant vu que le gros coup part de là-haut. C'est vrai qu'elles vont avoir à se faire pardonner. Et là, les objectifs, de toute façon, de la Trek affichés, c'est Tour des Flandres et conserver leur titre la semaine prochaine sur Paris-Roubaix Femmes. Ah, mais c'est bizarre, Julien, j'ai l'impression qu'elles anticipent moins bien les coups, alors que l'an passé, tu avais l'impression que au niveau de la tactique, c'était assez fou, mais là, elles se font avoir un peu bêtement, non? Il y a surtout, je pense, c'est mon propre avis, il manquait une pièce dans le puzzle SD Works, Trek, avec Longo Borghini qui est juste rentré hier
après un long Covid. Hier, on voyait que ça tournait déjà mieux devant. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, parce que j'ai l'impression que, tu vois, même par rapport aux résultats, la SD Works court comme la Trek l'an passé, quoi. Voilà. C'est à mon avis, ils ont été repérés des choses chez la Trek. Après, la SD Works, c'est pas une surprise de les retrouver là. Ils sont souvent là sur les Flandriennes. C'est un peu leur ADN en plus des courses par étapes. Non, Trek a toujours eu un petit peu un coup de retard sur les premières Flandriennes, je le concède. Parmi les autres favorites de ce Tour des Flandres 2023, bon, on l'a dit, Marianne Vos du côté de la Jumbo-Visma, elle devrait être protégée aussi. Mais on a l'FDJ Suez qui est quand même assez régulière et assez performante sur cette campagne de Flandrienne. À l'FDJ Suez, on a une Clara Copponi qui a fait 8e à Gand-Wevelgem. On a Cécilie Uttrup qui fait aller autour de la 20e place sur Let Newsblad et sur À travers la Flandre. Vittoria Guazzini qui vient faire 4e en milieu de semaine d'à travers la Flandre. Voilà, ça fait partie de ces filles-là qui pourront peut-être à un moment donné jouer un coup si un scénario de course un petit peu latent, peut-être une Uttrup Ludwig qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. Cécilie a l'air pas mal en forme. On l'a vu hier à l'attaque. Elle réagit à contre-temps aussi sur l'attaque de Victoire Berthaud et Francesca Barale hier. Elle a l'air pas mal en forme. Attention à Vittoria Guazzini, qui a un talent monstre, qui pourrait surprendre sur les Flandriennes aussi. Grace Brown, à ne pas oublier. Ils ont une équipe qui peuvent viser le podium, voire peut-être, pourquoi pas, contrarier la SD Works et mettre au fond. Si ça arrive un petit sprint en petit comité Guazzini, ça, pourquoi pas. Est-ce que la grosse côte, Julien, c'est pas Victoire Berthaud, la nordiste Tu voulais en parler. Hein. Alors ça, c'est le cœur qui parle. Alors Victoire Berthaud est... Chez Cofidis, on rappelle. Oui, Victoire Berthaud de Cofidis a été malade en rentrant d'Égypte où elle a surtout consacré son début de saison à la piste avec les précieux points à aller chercher pour la qualification pour Paris 2024 en poursuite par équipe. Hier, elle est dans le coup, elle est à l'attaque, elle se fait reprendre, elle se fait un peu piéger à contre-temps quand le coup repart avec Vollering. Elle arrive dans un deuxième rideau où elle fait 14, 15e. Non, elle monte en forme. Et puis son objectif aussi, c'est Paris-Roubaix où elle est finie première française l'année dernière. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi ton prono, Julien, pour le Tour des Flandres 2023 ? La facilité serait dire SD Works. Mais non, je pense que Annemiek van Vleuten sera pas loin, sera là. Guillaume ? J'ai envie de te donner une grosse cote. Et comme ça va permettre de parler d'une des leaders qui a performé pendant le printemps, c'est Pfeiffer Georgie, vous prononcez comme vous voulez, la Britannique, la leader de la DSM, qui a remporté Bruges-La-Panne, qui a fait 5e au Het Nieuwsblad, qui avait fait 9e entre-temps au Strade Bianche, qui a fait 11e à Gand-Wevelgem. Je pense que c'est une fille, c'est une jeune, 22 ans, qui a été championne de Grande-Bretagne aussi en 2021. Elle peut tirer son épingle du jeu et créer la surprise au milieu de toutes ces leaders qui vont se disputer la victoire avec peut-être un bémol, une nuance à donner, ça va être la distance de course, mais bon, elle fait 9e de Paris-Roubaix l'année dernière. Alors je sais pas, Julien, peut-être que Pfeiffer Georgie, peut-être que je sens que c'est la grosse cote, tu vois. Ça peut être une grosse cote, mais chez DSM, il y en a une qui monte, qui est toute jeune aussi, qui montre de belles choses depuis le début de saison sur les Flandriennes. On l'a fait venir petit à petit. C'est Megan Jastrab, l'américaine, qui fait 4 de Bruges-La-Panne, qui fait 2 de Gand-Wevelgem. Elle arrive un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a le départ de Lorena Vibus de chez DSM. On en avait déjà parlé dans la présentation avec Guillaume. Ça se confirme qu'ils se libèrent. Les filles se libèrent. Il n'y a plus de leader unique. Et on voit émerger de beaux talents. FP, ta favorite ? Victoire Berthaud. Non, je plaisante. Non, ça va être. Moi, je crois beaucoup en Elisa Longo-Borghini pour un petit retour. Tu vois, souvent quand t'as eu des petits soucis, t'arrives sur un Tour des Flandres, qu'on a vu qu'elle était en forme effectivement sur À travers la Flandre. Il y a moyen que tu sois motivé, que tu aies un peu ce surplus. Donc, Longo-Borghini, grosse cote aussi. J'aime bien. Bon, allez, les pronos hommes. Maintenant, on va conclure ce podcast avec les pronostics hommes. Julien, je te laisse commencer le pronostic homme. Là, c'est aussi bien compliqué, le pronostic homme. Allez, il faut se mouiller. Écoute, ce serait beau. Il a jamais eu beaucoup de chance sur ce genre de course, mais confirmer qu'il soit bien là, Van Mark. Seb Van Marke ? Ouais.
Ah, on a dit, il est régulier sur ses campagnes de Flandrienne. Ça serait pas mal. FP? Moi, j'ai dit Pogačar. Je pense qu'il mérite de remporter quand même ce Tour des Flandres par rapport à ce qu'il a fait l'année passée et ce qu'il fait depuis son début de campagne flandrienne. Donc, Pogačar, j'aime bien. J'aurais bien aimé que quelqu'un cite Van Der Poel parce que c'est quand même un double vainqueur du Tour des Flandres et deuxième. Enfin, il fait soit premier, soit deuxième des 3 dernières éditions, donc il va être là pour la victoire. T'as qu'à le prendre. Ouais, mais non. Alors j'aurais bien aimé que quelqu'un parle de Van Aert aussi parce que voilà, je pense que s'il gagne, ça va être une sacrée émotion. Mais je vais dire Tadej Pogačar parce que Tadej Pogačar me fait penser à Van Der Poel sur Milan-San Remo où il a fait son premier Tour des Flandres l'année dernière. Il joue le sprint pour la victoire et cette année, il arrive pleine balle et je pense que pour les émotions de course, une victoire de Pogačar peut être énorme. Voilà. Ça pourrait être très beau, effectivement. Ça pourrait être magnifique de voir. Et puis Pogačar gagne toujours avec le style. Donc bon, et puis voir un vainqueur de Tour de France gagner le Tour des Flandres, ça va encore donner. Ça va pas arriver souvent. Bon, merci messieurs d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial Tour des Flandres, présentation du Tour des Flandres. Le bilan, ça arrivera après la course, en début de semaine prochaine, tout comme la présentation de Paris-Roubaix. Merci Julien. Merci Guillaume, merci FP. Merci Julien. Merci FP. Le point d'essence, toujours pas de bébé. Toujours pas. Vous serez prévenus, je crois. Bon, on sera prévenu dans Vélo Podcast. On se retrouve après le Tour des Flandres. Bon Tour des Flandres à tout le monde. Bon week-end de Ronde de Vlaanderen. Et on se retrouve pour le bilan et la présentation de Paris-Roubaix. Ciao, bon week-end. Ciao. Salut, ciao à tous.